Vienne, 1899, minuit passé. Un homme de 43 ans, yeux injectés de sang, cigare aux lèvres, est seul dans son cabinet tapissé de statues antiques et de livres interdits. Il vient de passer des nuits entières à disséquer ses propres rêves. Il a avalé de la cocaïne comme d'autres boivent du café. Et là, devant son miroir, il prononce la phrase qui va faire trembler le monde. Nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison. Cet homme, ce n'est pas un fou, ce n'est pas un prophète, c'est Sigmund Freud, le médecin qui a osé descendre dans l'abîme que tout le monde fuyait. L'inconscient, le sexe, la mort, les monstres qui dorment en nous depuis l'enfance. En une décennie, il va inventer la psychanalyse, retourner la psychologie comme un gant et forcer l'humanité à se regarder en face. Ces idées vont libérer des millions d'âmes et détruire des réputations, des amitiés, des vies. Il sera adoré comme un dieu, traîné dans la boue comme un pervers, exilé par les nazis et encore aujourd'hui, en 2026, on ne peut pas parler de désir, de rêve, de trauma ou de thérapie sans que son fantôme ne murmure à notre oreille. Alors accrochez-vous bien parce que ce podcast va plonger là où personne n'ose aller. Dans la lumière aveuglante et dans l'ombre la plus noire de l'âme humaine. Alors si vous êtes prêts, allons voir ce que Freud a vu et ce qu'il a caché. Qui est Freud ? Les secrets de l'architecte de l'ombre, un podcast du pouvoirdelarésidence.com, le site qui vous aide à vous reconnecter à votre vraie nature. Freiberg en Moravie. Aujourd'hui, Pribor en République tchèque, 6 mai 1856, une petite ville de marché endormie à 150 km au nord de Vienne. Au numéro 117 de la Schlossergasse, une rue étroite pavée, bordée de maisons basses en pierre et en bois, une demeure modeste de 2 étages. Au premier, un logement loué à un serrurier nommé Zajic. C'est là que naît, à 18h30, un garçon qui hurle avec une force surprenante pour un nouveau-né. Jacob Freud, 40 ans, marchand de laine itinérant, a connu des jours meilleurs. Il a déjà 2 fils d'un premier mariage et une seconde union brève et obscure. Maintenant, 3e mariage avec Amalia Nathanson, une jeune femme de 20 ans, vive, passionnée, venue de Galicie orientale. Elle est sa 3e épouse, mais la première à lui donner un enfant en pleine vigueur. Ils le prennent dans leurs bras, épuisés et émerveillés. Ils l'appellent d'abord Sigismund Shlomo. Sigismund pour le monde germanophone. Shlomo en hommage au grand-père paternel. Plus tard, il choisira lui-même Sigmund, un nom qui va devenir synonyme de scandale, de révélation et de danger. Jacob, libéral sceptique, raconte des blagues juives pour masquer ses échecs commerciaux. Amalia, superstitieuse et possessive, voit déjà en ce bébé un prodige, mon Zégidor. Elle l'appellera ainsi jusqu'à ses 70 ans. Dans cette petite ville morave où juifs assimilés parlent allemand et côtoient tchèque et allemand, la famille Freud vit modestement. Pas de misère extrême, mais une fragilité constante. Les affaires de laine périclitent. 4 ans plus tard, en 1860, ils fuiront vers Vienne, une métropole brillante mais antisémite où Sigmund grandira dans l'ombre de l'Empire austro-hongrois déclinant. Ce bébé de 1856 porte déjà en lui le germe de la tempête. Un enfant chéri par une mère idolâtre, élevé par un père affaibli, dans un monde qui commence à craqueler. Il va devenir l'homme qui forcera l'humanité à plonger dans ses propres ténèbres. La famille est pauvre mais ambitieuse. Jacob, athée mais fier de ses racines juives, croit en son fils comme en un messie personnel. Amalia, superstitieuse, voit en lui un enfant prodige. Il marche tôt, parle tôt, lit seul à 4 ans. À 8 ans, il lit Shakespeare et Goethe. À 12 ans, il défie son professeur de religion avec des arguments philosophiques. Les voisins murmurent « Ce gamin va soit devenir grand, soit finir pendu ». Nous l'avons vu en 1860, la famille déménage donc à Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois. Sigmund Freud entre au gymnasium, excelle partout. Latin,
grec, science. Il rêve de gloire scientifique, pas de médecine banale, de la biologie pure, de la dissection, du cerveau humain ouvert sur la table. À 17 ans, il entre à l'université de Vienne. Il veut comprendre comment l'esprit naît de la matière. Il passe des heures dans les laboratoires, scalpel en main, à disséquer des anguilles pour trouver leurs testicules. Il publie aussi des articles sur les cellules nerveuses, mais l'argent manque. Les postes universitaires sont rares. Il finit par se tourner vers la médecine clinique. Déception amère, la science pure lui échappe. 1885, Paris. Sigmund Freud, 29 ans, obtient une bourse pour étudier auprès du grand Jean-Martin Charcot, le Napoléon de la neurologie. À la Salpêtrière, il assiste à des spectacles qui le hantent pour toujours. Des femmes hystériques, corsetées, convulsées, qui dansent comme des possédés sous l'hypnose. Charcot déclenche des crises par simple suggestion. Paralysie, contracture, extase. Freud note tout. L'hystérie n'est pas une maladie des organes, c'est une maladie de l'idée. Le corps ment, le cerveau fabrique des symptômes sans lésion visible. L'esprit commande au corps et le corps obéit aveuglément. Freud rentre à Vienne transformé. Il n'est plus seulement médecin, il est chasseur d'idées cachées. De retour, il rencontre Joseph Breuer, médecin respecté, plus âgé, riche. Breuer lui raconte l'histoire d'Anna O, Bertha Pappenheim, une jeune femme brillante, hystérique, paralysée, hallucination, tout nerveuse. Breuer l'a traitée en 1880 jusqu'à 1882. Il l'écoutait parler des heures durant. Chaque fois qu'elle revivait un souvenir traumatique en mots, un symptôme disparaissait. Elle appelait ça la talking cure, la cure par la parole. Freud est fasciné. Il commence à utiliser la même méthode avec ses patientes. Pas d'hypnose forcée comme Charcot, juste l'écoute. Laisser l'inconscient parler librement. Et les souvenirs enfouis remontent comme des bulles toxiques. Mais Freud va plus loin. Il découvre la cocaïne. En 1884, il publie un article enthousiaste. Uber Coca. Il envoie des échantillons à sa fiancée, Martha Bernays, et à ses sœurs, à ses amis. Il en prescrit pour la dépression, la morphinéomanie, même les migraines. De fait, la morphine isolée de l'opium en 1804 par Sir Turner devient un médicament miracle pour calmer les douleurs. Avec la découverte de la seringue hypodermique, l'injection devient facile et répandue chez médecins et patients. Résultat, une épidémie hétérogène. Des soldats, des bourgeois, des médecins eux-mêmes deviennent morphinomanes. Freud prescrit de la cocaïne comme substitut à la morphine, croyant, comme beaucoup à l'époque, qu'elle n'entraîne pas de dépendance. Il en prend lui-même pour écrire, pour penser, pour séduire. La cocaïne, écrit-il, procure une euphorie extraordinaire, une vitalité qui fait disparaître la fatigue. Il rêve d'en faire un remède miracle. Il ne sait pas encore que des patients mourront d'overdose, que des amis deviendront addicts. Il ne sait pas que cette drogue l'aura aidé à plonger plus profond dans ses propres ténèbres. Freud vient de découvrir que le corps ment, que les paralysies, les douleurs, les crises ne sont pas physiques, mais des cris codés de l'esprit que la parole peut guérir parce qu'elle libère ce que l'esprit a enterré vivant. Et cette vérité va tout détruire. 1896, octobre. Vienne est grise, humide, déjà en deuil d'un siècle qui s'achève. Jacob Freud, 81 ans, s'éteint dans son lit après des mois de souffrance. Sigmund, 40 ans, arrive trop tard. Il trouve son père froid, immobile, les yeux grands ouverts comme s'il attendait encore une réponse. Freud s'effondre, pas de larmes théâtrales, juste un vide abyssal. Il écrit à William Fliss, un médecin avec lequel il entretient une relation épistolaire. « Je me sens orphelin et pourtant libéré. » C'est le début de la descente, volontaire, irréversible. Freud décide de faire ce qu'aucun médecin n'a osé avant lui, se disséquer lui-même. Il s'allonge sur le divan qu'il utilisait pour ses patientes et devient
son propre patient. Chaque soir, après les consultations, il éteint la lampe, ferme les yeux et parle à voix haute. Association libre. Le premier mot qui surgit, il le suit sans censure. Des souvenirs d'enfance remontent comme des bulles empoisonnées. Il revit la jalousie envers son neveu plus âgé qui jouait avec sa mère. Il se souvient de la colère envers son père, de la tendresse ambiguë envers sa mère. Il note tout dans des cahiers secrets. Il rêve, il analyse ses rêves. Il se réveille en sursaut, allume une bougie, écrit frénétiquement. Le rêve, dit-il bientôt, n'est pas un chaos. C'est le gardien de l'inconscient. Il déguise les désirs interdits pour que nous puissions dormir. En 1899-1900, il rédige son œuvre maîtresse, L'interprétation des rêves. Il y déclare « L'interprétation des rêves est la voie royale vers la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Le rêve n'est pas un hasard poétique, c'est un message codé, un compromis entre le désir brut qui veut tout de suite, et la censure morale qui veut que nous restions civilisés. Freud appelle ça le travail du rêve. Condensation, déplacement, symbolisation. Un chapeau devient un sexe masculin, un escalier devient une montée vers l'orgasme. Et derrière tout ça, un désir enfoui depuis l'enfance. Et puis arrive la bombe, le complexe d'Oedipe. Freud réalise que tous les enfants vers 3-6 ans traversent une phase où ils désirent l'un des parents et veulent éliminer l'autre. Le petit garçon veut tuer son père et coucher avec sa mère. Il haït son rival, le père, mais il l'admire aussi. Il craint la castration, punition imaginée pour son désir incestueux. La petite fille, elle, envie le pénis du père et haït la mère qui l'en prive. Freud ne parle pas de perversion. Il parle d'un passage universel normal, constitutif de l'être humain. Selon lui, c'est le noyau même de la névrose, parce que chaque névrose, chaque angoisse inexplicable, chaque symptôme qui paralyse, chaque obsession qui ronge, naît de ce conflit insoluble. Le désir incestueux et meurtrier de l'enfant pour ses parents, refoulé par la peur de la castration et la menace du père. Le complexe d'Oedipe n'est ainsi pas une perversion rare. C'est le passage obligé de toute enfance. Et quand il rate, quand il n'est pas résolu, il laisse des cicatrices invisibles qui deviennent des névroses adultes. Mais Freud va aller encore plus loin. Il affirme que ce même complexe est aussi le noyau de la civilisation elle-même. Pourquoi l'humanité a-t-elle inventé les lois, les tabous, la morale, la religion ? Pour réprimer ce désir primitif. Tuer le père, posséder la mère. La société naît de ce refoulement collectif. Sans lui, pas de famille, pas d'autorité, pas de culture. Nous payons le prix de la civilisation par la névrose. Un inconscient qui bouillonne, qui explose en rêve, en lapsus, en symptômes. Freud résume ça en une phrase terrible. La civilisation est bâtie sur le renoncement pulsionnel. Et ce renoncement nous rend malades, mais nous rend humains. À ce stade, Freud dessine sa première grande carte de l'esprit. La première topique. L'appareil psychique est divisé en 3 niveaux. Le conscient, ce dont on est immédiatement conscient. Le préconscient, ce qu'on peut ramener facilement à la conscience. Et l'inconscient, le réservoir profond des désirs refoulés, inaccessibles directement, régi par des lois illogiques, atemporelles. C'est une carte en couche comme un iceberg. Le conscient n'est que la pointe visible. L'inconscient, la masse énorme sous l'eau. Le refoulement fait office de barrière. Il empêche les désirs interdits de remonter, sauf déguisés dans les rêves ou les symptômes. Mais au fil des ans, Freud sent que cette carte est insuffisante. Elle décrit où se trouve le matériel psychique, mais pas assez qui sont les acteurs en conflit. Vers 1920-1923, il introduit sa deuxième topique, 3 instances actives qui s'affrontent en permanence. Le ça, pôle pulsionnel brut, inconscient pur, principe de plaisir absolu, sans morale ni réalité. Le moi,
médiateur fragile, partiellement conscient, chargé de négocier entre le ça, la réalité extérieure, et le surmoi, l'instance morale impitoyable, largement inconsciente, héritière des interdits parentaux et sociaux. Il punit par la culpabilité ou idéalise par l'exigence de perfection. Le moi devient un cavalier épuisé sur un cheval sauvage, le ça, surveillé par un juge cruel, le surmoi. La névrose naît quand le moi échoue à arbitrer ses trois forces. Cette deuxième carte est plus dynamique, plus conflictuelle. Elle explique mieux la culpabilité, l'autopunition, les résistances en analyse. Et elle complète la première. Les niveaux de conscience, première topique, coexistent désormais avec les instances en guerre, deuxième topique. Freud a ouvert la boîte de Pandore sexuelle. Il affirme que la sexualité infantile existe, que les bébés ont des pulsions érotiques dès la naissance, que la névrose naît du conflit entre désir et interdit. Et Vienne, la ville la plus pudibonde, la plus bourgeoise d'Europe, ne lui pardonnera jamais. Tous les mercredis soirs, dans un petit appartement enfumé de la rue Bergasse 19 à Vienne, rideaux tirés, lumière tamisée, un cercle d'hommes, médecins, psychiatres, philosophes, s'assoit autour d'une table ronde. Cigares allumés, café noir. Et au centre, un homme de 46 ans, barbe noire taillée, regard perçant derrière des lunettes rondes, c'est Sigmund Freud. Il parle calmement, presque doucement. Et il leur dit « Messieurs, nous voulons tous coucher avec notre mère et tuer notre père. » Silence, puis des rires nerveux, des objections, des applaudissements. C'est le Mittwochgesellschaft, la société du mercredi, bientôt rebaptisée Société psychanalytique de Vienne. 1902-1913, l'âge d'or. Le cercle des damnés, les disciples les plus fanatiques, les plus brillants, mais aussi les plus dangereux. Carl Gustav Jung, le jeune psychiatre suisse protestant, charismatique, héritier potentiel. Il arrive en 1907, apporte des rêves collectifs, l'inconscient archétypal. Freud le voit comme son successeur. « Vous êtes le premier à comprendre », lui dit-il. Alfred Adler, le socialiste, le rebelle, obsédé par le sentiment d'infériorité. Il conteste déjà la primauté de la sexualité. Freud l'écoute, mais le surveille. Otto Rank, le jeune prodige, secrétaire fidèle, presque un fils adoptif. Il écrit sur l'angoisse de la naissance, la matrice originelle. Sándor Ferenczi, le Hongrois passionné, inventif, qui veut guérir par l'amour, par le toucher. Freud l'appelle « mon cher fils ». Ils s'écrivent des lettres brûlantes. Tous ces hommes, et quelques femmes plus tard, forment un cercle sacré. Ils se réunissent chaque mercredi. Ils dissèquent des cas, ils se confessent, ils se déchirent doucement. Freud est le maître absolu. Il écoute, il tranche, il excommunie déjà ce qui dévie. 1905. Freud publie 3 essais sur la théorie sexuelle. C'est le livre qui fait exploser Vienne. Il affirme « La sexualité n'est pas réservée aux adultes. Elle existe dès la naissance. Le bébé est un pervers polymorphe. Il prend du plaisir partout. Bouche, anus, peau. Stade oral, anal, phallique, latent, génital. L'enfant suce son pouce pour un plaisir sexuel. Il joue avec ses excréments. Il touche ses organes génitaux. Et tout ça est normal. C'est la civilisation qui transforme ces plaisirs en tabous. Freud ne dit pas que les enfants sont des monstres. Il dit que nous naissons tous comme ça et que la névrose vient du refoulement brutal de ces pulsions. Le scandale est total. Les journaux titrent « Freud, le pornographe de Vienne ». Les collègues le traitent de pansexualiste, mais les patients affluent du monde entier. Russes, Américains, Anglais, Hongrois. Ils traversent l'Europe pour s'allonger sur le divan vert de la Bergasse. Freud écoute 5, 6 heures par jour. Il fume 20 cigares par jour. Il écrit la nuit. C'est l'âge d'or. Conférence triomphale à l'université. Invitation à Clark University aux États-Unis. Reconnaissance internationale. Freud est roi, incontesté pour l'instant. Mais déjà les fissures apparaissent. Jung commence à parler d'archétypes, de religion, d'inconscient collectif.
Freud voit rouge. La sexualité est le noyau. Adler insiste sur le pouvoir, l'infériorité, le social. Freud le trouve trop superficiel. Rank et Ferenczi flirtent avec des idées trop émotionnelles, trop maternelles. Freud sent le danger. Il resserre son emprise. Il exige la loyauté absolue. Il écrit des lettres cinglantes. Il prépare déjà les excommunications. Le cercle des damnés commence à se fissurer de l'intérieur. Et bientôt, le disciple préféré va trahir, le roi va tomber. 1913. Freud a 57 ans. Il est au sommet. Mais le trône commence à vaciller. Le disciple préféré, celui qu'il appelait mon fils adoptif, celui qui devait hériter du trône psychanalytique, Carl Gustav Jung, le trahit. Tout avait commencé, on se rappelle, en 1907. Jung, jeune psychiatre suisse brillant, arrive à Vienne. Freud voit en lui l'avenir, un homme de science, un héritier qui légitimera la psychanalyse aux yeux du monde académique. Ils s'écrivent des lettres passionnées. Jung appelle Freud « cher professeur ». Freud répond « mon cher fils ». Mais Jung ne peut pas accepter que tout tourne autour de la sexualité. Il parle d'inconscient collectif, d'archétypes, de mythes, de religion comme source d'énergie spirituelle. Freud voit rouge. La sexualité est le noyau. Tout le reste n'est que superstructure. Freud accuse Jung de diluer le fondement sexuel de l'inconscient en le remplaçant par des éléments culturels ou spirituels. Pour Freud, ces éléments ne sont que des constructions superficielles, ce qu'il appelle superstructures. Elles sont bâties sur la base pulsionnelle sexuelle comme un bâtiment repose sur ses fondations. C'est le cœur du désaccord. Sexualité biologique versus énergie psychique plus large. 1912-1913, la rupture est totale. Lettres cinglantes, accusations mutuelles. Jung publie Métamorphose et symboles de la libido, un livre qui dilue la sexualité au profit d'une énergie psychique plus vaste. Freud le traite de mystique. Jung accuse Freud de dogmatisme. Novembre 1912, dernière rencontre personnelle importante à Munich. Conférence sur les journaux psychanalytiques. Freud s'évanouit pendant le déjeuner alors que Jung parle de sujets liés à la mort et au conflit père-fils. C'est le deuxième évanouissement de Freud en présence de Jung. Janvier 1913, la lettre finale de Freud, cinglante, définitive. Votre comportement anormal tout en criant que vous êtes normal donne lieu au soupçon que vous manquez d'introspection sur votre maladie. Par conséquent, je propose que nous abandonnions entièrement nos relations personnelles. Je n'y perds rien, car mon lien émotionnel avec vous n'était plus qu'un fil ténu, l'effet persistant de déceptions passées. Vous avez tout à gagner. C'est sur cette formule ironique que s'achèvera leur relation. Il n'y aura plus que la réponse de Jung qui répond froidement « J'accepte votre souhait, je n'impose jamais mon amitié à quiconque ». Jung démissionne de la présidence de l'Association psychanalytique internationale. Freud le traite de traître. Jung dira plus tard « Freud avait raison sur un point. J'étais son fils, mais un fils doit tuer son père pour devenir lui-même. » Septembre 1913, dernière rencontre physique au 4e congrès psychanalytique international à Munich. Ils se croisent, mais n'échangent rien. C'est la fin définitive des contacts directs. Freud perd son héritier, mais surtout il commence à voir des ennemis partout. Et puis, la cocaïne. Freud n'a jamais vraiment arrêté. Il en prend régulièrement, pour écrire, pour calmer ses migraines, pour affronter la dépression. Il en a prescrit massivement à sa fiancée Martha, à ses sœurs, à ses amis. Il a cru pouvoir guérir la morphinéomanie avec la cocaïne. Il a tué Ernst Fleischmann, son ami, en le transformant en cocaïnomane délirant. Fleisch est mort en 1891 dans des hallucinations atroces. Freud porte ce fantôme. Il continue pourtant. 20 cigares par jour, cocaïne en réserve, il écrit « La cocaïne est un ami fidèle. » Mais l'addiction le ronge. Il sait qu'il joue avec le feu. Et pourtant, il ne peut pas s'arrêter. Et puis,
il y a les femmes. Freud voit en elles un mystère insoluble. Il théorise l'envie du pénis. La petite fille découvre qu'elle n'a pas de pénis. Elle haït sa mère, envie le père, se tourne vers lui pour obtenir ce qu'elle n'a pas. Anatomie égale destin, écrit-il. Selon lui, les femmes sont passives, masochistes, moins créatives, moins capables de sublimation. Leur maturité psychique est inférieure. Il dit « La femme est un continent noir ». Il traite peu de femmes, mais celles qui passent sur son divan sont souvent réduites à des cas d'hystérie utérine ou d'envie phallique. Ces filles, Anna surtout, deviendront des psychanalystes brillantes, mais sous son ombre écrasante. Freud est accusé de misogynie structurelle. Il répondrait sans doute « Je ne fais que décrire ce que je vois ». Dans le mouvement psychanalytique, Freud règne en maître absolu. Il exige la loyauté totale. Il excommunie Adler en 1911, Jung en 1913. Otto Rank et Ferenczi tremblent à chaque lettre. Des procès internes éclatent, accusations de trahison, de plagiat, de déviation. Freud crée un comité secret en 1912. 7 hommes triés sur le volet, anneaux gravés au doigt pour protéger la doctrine pure. Certains diront c'est une secte, une église freudienne. Et Freud en est le pape intransigeant. Puis la Première Guerre mondiale éclate. 1914-1918. L'Europe saigne. Freud perd son fils Martin au front. Un autre fils, Ernst, est mobilisé. Vienne affamée, bombardée, Freud voit l'humanité nue. Les peuples se comportent comme des névrosés collectifs, dira-t-il. Il introduit la pulsion de mort, Thanatos, contre Eros. L'agressivité, la destruction, le retour au néant sont aussi fondamentaux que la vie et le sexe. La guerre n'est pas une aberration. C'est l'inconscient collectif qui explose. Freud, vieilli, malade, écrit dans l'ombre « L'humanité est un nid de pulsions de mort ». Le roi tient encore, mais le cancer arrive. Et avec lui, la plus grande bataille de sa vie. 1923. Freud a 67 ans. Une tache blanche apparaît sur sa mâchoire droite. Un carcinome épidermoïde. Cancer de la bouche, lié au cigare qu'il fume depuis 40 ans. 20 par jour, sans jamais s'arrêter. Le premier diagnostic tombe comme un coup près. Opération immédiate. 33 interventions suivront en 16 ans. 33 fois, on lui ouvre la joue. On enlève du tissu, on reconstruit. La prothèse finale, un monstre de métal et de caoutchouc surnommé la monstruosité par ses proches, remplace la moitié de sa mâchoire. Elle frotte contre la langue, provoque des ulcères, des infections, une douleur constante qui le réveille la nuit. Il ne peut plus parler normalement. Il mâche à peine, il fume toujours, en coinçant le cigare entre les dents restantes. Anna, sa fille préférée, devient son infirmière, sa secrétaire, sa gardienne. Freud écrit avec une main tremblante, la prothèse claquant à chaque syllabe. Il dit à son médecin « Je préfère mourir que vivre sans pouvoir penser ». Mais il continue, il écrit, il pense, il combat. C'est dans cette souffrance qu'il publie en 1920 « Au-delà du principe de plaisir », le livre le plus sombre de sa carrière. Il y introduit la pulsion de mort, Thanatos, face à Eros, la pulsion de vie. Sexualité, création, attachement. Surgit son contraire, une force qui pousse à la destruction, au retour au néant, à la répétition compulsive du trauma. Freud observe les soldats de la Grande Guerre. Ils revivent leurs cauchemars, répètent leurs blessures comme attirés par la mort qu'ils ont frôlée. Il voit l'humanité entière comme un organisme qui veut se dissoudre. L'instinct de mort est plus ancien que l'instinct de vie. La civilisation n'est pas seulement refoulement sexuel. C'est aussi une lutte désespérée contre cette pulsion qui nous pousse à nous détruire nous-mêmes et les autres. Freud, la mâchoire en feu, écrit ces lignes comme un testament. Il sait, la mort n'est pas seulement à l'extérieur. Elle est en nous depuis toujours. Les années 1930, l'ombre s'épaissit. 1933, Hitler prend le pouvoir. Mai 1933, autodafé à Berlin. Les livres de Freud sont jetés au feu sur la place de l'Opéra. Un orateur crie « Contre l'âme juive, contre la psychanalyse ». Freud, en apprenant la nouvelle, dit simplement
C'est un progrès. Avant, on brûlait les hommes. Maintenant, on brûle leurs idées. Mais la menace est réelle. Les nazis ferment les instituts psychanalytiques allemands. Ses éditeurs fuient. Ses amis juifs sont arrêtés, humiliés, assassinés. Vienne tremble. En mars 1938, l'Anschluss. Les nazis entrent dans la Bergasse. La Gestapo perquisitionne l'appartement. Anna est interrogée pendant des heures. Freud, 82 ans, malade, regarde par la fenêtre les croix gammées flotter sur sa ville. Il dit à son médecin « Ils vont nous tuer, tous ». L'exil forcé. Juin 1938, grâce à des interventions diplomatiques, Freud obtient un visa. Il quitte Vienne le 4 juin 1938. 4 sœurs restent. Elles seront déportées et gazées. Il arrive à Londres. Une maison modeste, jardin anglais, divan transporté depuis Vienne. Il reprend les séances. Les derniers patients. Des Anglais, des réfugiés. Il écrit encore Moïse et le monothéisme. Son testament sur les origines de la religion. Le meurtre du père primitif, la culpabilité juive. Il sait que c'est son dernier livre. Il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire, choisir sa propre mort. 23 septembre 1939, Londres. Freud, 83 ans, la mâchoire détruite par 33 opérations, la voix réduite à un murmure rauque. Il appelle son médecin, Max Schur. « Mon cher Max, maintenant c'est assez, je ne veux plus souffrir, aidez-moi. » Schur hésite, Freud sourit. Un sourire épuisé mais serein, presque triomphant. Il a choisi, pas la mort qui vient le prendre, la mort qu'il prend. Schur injecte une dose mortelle de morphine. Freud ferme les yeux. Il part en maître. Pas de drame, pas de cri, juste un souffle qui s'éteint. Le 23 septembre 1939, Sigmund Freud meurt assisté. Son testament est clair. Brûlez mes lettres privées. Ne faites pas de musée de ma vie. Laissez mon œuvre parler. Mais l'œuvre ne parle pas. Elle explose. Dès les années 1940, Freud envahit la culture. Hollywood le dévore. Hitchcock filme des rêves freudiens dans Spellbound. Des divans apparaissent partout. La littérature, Kafka, Nabokov, Sartre, tous portent sa marque. La publicité Freudian Slip devient un slogan pour des slips, des cigarettes, des parfums. Le lapsus freudien entre dans le langage courant. J'ai dit ça sans le vouloir, mais peut-être que si, dans les années 1960, la contre-culture l'adopte. Sexualité libérée, psychédélique, thérapie de groupe. Les Beatles le citent. Woody Allen en fait son personnage récurrent. Aujourd'hui, Netflix, TikTok, Instagram, tout le monde parle de trauma d'enfance, de refoulement, de complexe. Freud n'est plus un nom, c'est un filtre mental, un virus culturel. Mais les ombres modernes le rattrapent. MeToo accuse sa misogynie, envie du pénis, femme passive, hystérie utérine, des concepts jugés toxiques, patriarcaux. Les neurosciences le traitent de pseudosciences. Pas de preuves empiriques pour l'inconscient refoulé. Pas d'IRM pour le surmoi. Les thérapies cognitivo-comportementales le relèguent au placard. Trop long, trop cher, trop spéculatif. Pourtant, la thérapie par la parole reste vivante. Les divans existent toujours. Les patients parlent, les analystes écoutent. Freud a inventé l'idée que parler guérit. Et même si on le critique, on continue à l'utiliser. Freud a donné des mots à l'indicible. Trauma, refoulement, projection, ambivalence, lapsus révélateur, rêve comme langage secret. Ces mots sont entrés dans le langage courant, dans la littérature, le cinéma, la publicité, les séries, les conversations ordinaires. On dit encore « c'est freudien » pour un geste ambigu, un désir caché, une peur enfantine qui ressurgit. Il nous a appris à nous méfier de nos certitudes. Vous croyez être maître dans votre maison ? Non. Vous êtes locataire d'un inconscient qui vous dépasse. Alors, il n'a pas tout vu juste, il s'est trompé souvent. Il a blessé, exclu, dogmatisé. Mais il a ouvert une porte. Et cette porte, même entrouverte, continue de laisser passer la lumière et l'ombre.